Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho sur France 24 avec Bernard Maris. Bonjour, chroniqueur à Charlie Hebdo et à France Inter, également membre du Conseil de la Banque de France, toujours, n'est-ce pas? Et puis Philippe Manière, bonjour, président de Footprint, consultant, et puis également chroniqueur à France Culture. Et dans l'Express, cette semaine, sortir de l'impasse économique par la politique, c'est ce que vous titrez. La France doit faire des réformes de long terme, vous dites. Alors, est-ce que ça va être une solution au chômage? On va bien sûr en parler, puisque le nombre de demandeurs d'emploi est toujours en hausse en France au mois de février pour le 22e mois consécutif. Il frôle le record de 1997. Et ce qui frappe, c'est l'augmentation de la durée passée en moyenne à Pôle emploi, 480 jours, un niveau proche du plus haut atteint en 2000. Et pourtant, François Hollande maintient, il inversera la courbe du chômage avant la fin de l'année, comme prévu. Alors comment? Quelques réactions, on se retrouve ensuite. La seule priorité qui vaille, et j'ai fixé un objectif, inverser cette courbe du chômage avant la fin de l'année. Eux nous avaient dit qu'ils feraient 1000 fois mieux que nous et que les problèmes de la France étaient exclusivement les problèmes de Nicolas Sarkozy et pas les problèmes de la crise. Mais ils s'aperçoivent que malheureusement, c'est un tout petit peu plus subtil que ça. S'il y avait des mesures qui, appliquées aujourd'hui, auraient des conséquences demain matin, ça se saurait et je pense qu'elles auraient déjà été appliquées, non pas par nous, mais y compris par nos prédécesseurs. On prévoit une croissance quasi nulle pour 2013, avec une reprise graduelle pour 2014, ce qui veut dire qu'évidemment le rythme de croissance n'est pas suffisant pour endiguer la montée du chômage. On ne luttera pas contre le chômage uniquement avec les emplois d'avenir, il faut relancer ce que l'on appelle la compétitivité. La compétitivité, ce n'est pas forcément l'appel et l'exaltation de la croissance comme on l'entend depuis des décennies. Nous ne sommes plus dans les 30 glorieuses. La compétitivité, c'est avoir un niveau d'éducation très élevé, c'est favoriser la formation et c'est surtout favoriser l'innovation et inciter les entreprises à investir. Bon allez Philippe, il va la tenir cette promesse François Hollande ou pas? Moi, je vous dis depuis le début que ça n'a pas grande importance, mais que c'est tout à fait possible. Pas grande importance parce qu'honnêtement, si on a 22, 23, 24, 26 mois de chômage et puis que de hausse du chômage et que le dernier est une baisse, il pourra venir en disant « regardez, ça s'est inversé », mais enfin, il n'empêchera que le bilan sera quand même très, très, très négatif sur les mois passés. Et ça n'est pas impossible parce que, voilà, parce que bien sûr, il y a des effets cumulatifs, mais il est tout à fait possible qu'au bout d'un moment, ça s'enraye, que le moral des ménages cesse de se dégrader et que même si c'est marginal et que bien sûr, ça ne suffit pas du tout à sauver le pays, il n'est pas du tout impossible qu'à un moment, on ait un arrêt dans cette dégradation. Ça ne va pas baisser jusqu'à la fin des temps. Donc oui, il peut encore une fois, il peut tout à fait venir en novembre ou en décembre en disant regardez ça s'est inversé, mais si on crée 5000 emplois au lieu d'en détruire comme d'habitude en novembre ou en décembre, ça sera franchement une victoire à la Pyrrhus. Victoire à la Pyrrhus. Bernard? Alors moi je crois qu'il peut l'inverser, oui, je suis assez d'accord avec Philippe. Donc il faut qu'il continue à marteler ce discours. Mais il va y arriver, ne serait-ce que parce que moi je crois qu'il va y avoir quelques effets. Bon, peut-être un retour de la croissance, moi j'y crois pas trop dans les 2 ou 3 années qui viennent. Je ne crois pas que la zone euro montre une croissance extraordinaire. On sait qu'il faut 1 ou 2 points de croissance pour réduire le chômage en France. Mais je pense qu'il va y avoir un phénomène partage du chômage, si vous voulez, ou partage du travail, si vous préférez, ou temps partiel. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'accords vont se mettre en place dans les entreprises qui vont faire qu'on va réduire la durée du travail, on va faire du temps partiel. Alors, la deuxième, donc ça va réduire effectivement statistiquement le nombre de chômeurs. Et puis il va y avoir peut-être un deuxième effet, c'est que on va, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais je sais qu'il y a dans les cartons quelques petits projets, des incitations à aller vers des emplois, vers des petits boulots. C'est-à-dire un système à l'allemande où finalement vous êtes payé 3 € de l'heure. Il y a 3 millions d'emplois en Allemagne. On fait ça en France, les petits jobs. Voilà. Donc petits jobs qui va faire, ça va faire un certain nombre de gens qui vont basculer vers des petits jobs et finalement du temps partiel des petits jobs. Tout ça, ça va vous réduire en partie le chômage. Mais c'est vrai que structurellement, c'est pas bon. La vraie réduction du chômage, ce serait une réduction par la croissance. Mais là, moi, je pose une question à tout le monde d'ailleurs, je la pose à moi d'abord, c'est quelle croissance? Moi je veux bien, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On a fait des voitures pendant des années, bon très bien, on n'en fait plus de voitures, on ne sait plus en faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, qu'est-ce qu'ils vont faire les Français? Alors Chypre, ils font du business financier. Est-ce qu'on va faire du business financier? Non, je crois pas. De l'économie verte. Est-ce qu'on va faire de l'économie verte? Je crois pas non plus parce qu'on faisait du photovoltaïque. On vient de voir qu'il y a 12 000 emplois qui sont supprimés dans le photovoltaïque parce que les Chinois sont en train de nous tailler des croupières en subventionnant leurs propres entreprises. Donc moi je veux bien qu'on fasse de la croissance, mais quelle croissance? J'attends qu'on me dise quelle croissance. Philippe? Non mais rien n'est jamais terminé. Par exemple, sur le photovoltaïque qui a connu une crise terrible, il y a des choses très importantes qui sont en train de se passer. Les grands Chinois sont à la limite de faire faillite. Le marché est en train de s'assainir. Et donc moi je crois que les grands acteurs européens qui ne sont pas morts, dont d'ailleurs le français
Non, alors Bosch, il se retire. Siemens s'est déjà retiré. QCell a fait faillite. Donc des acteurs, il en reste moins. Mais il y en a un qui a été racheté par Total, qui est californien SunPower, qui lui va peut-être pouvoir tirer... Total mise, retirer, voilà, il va pouvoir retirer peut-être... L'automobile, ça s'est beaucoup dégradé. Et c'est vrai qu'il y a une crise à la fois de la gamme, de la crédibilité, une crise financière des entreprises automobiles françaises. C'est pas forcément jusqu'à la fin des temps. Donc on est là aujourd'hui, on est en train de voir le cumul de crises. Peut-être aussi. Oui, mais bon, enfin, je veux dire, faut croire à rien qui ressortisse à la baguette magique. Il n'y a pas un secteur qui va nous sauver, il n'y a pas un pays qui va nous tirer d'affaire, il n'y a rien qui va se passer si on ne se sauve pas nous-mêmes. Pour se sauver nous-mêmes, j'ai observé avec intérêt que Noël Mamère le disait lui-même, il faut faire de la compétitivité. Le drame de la France, c'est que notre croissance s'enlise. Quand vous regardez dès avant la crise, depuis 4 ou 5 ans, nous faisions 1 point et demi, parfois 2 points de moins que beaucoup de nos partenaires, que l'Allemagne, que la Suède, que les États-Unis, que le Royaume-Uni. Et puis il y a la crise, tout le monde se casse la gueule, et nous un peu moins que les autres. Donc on dit vive Dieu. Mais alors vous recommandez les réformes libérales? Parce qu'après troisième partie, à nouveau après la crise, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien tout pareil, on fait 1 point de moins de croissance que la plupart des autres. Donc on a un problème de rendement de la machine. C'est ce problème qu'il faut traiter. Après, vous allez voir, peu importe que ça vienne du photovoltaïque, de l'automobile, de l'innovation, des emplois verts, vous appelez ça comme vous voulez, il y aura des emplois qui se créeront quand ce sera possible de créer des emplois rentables en France. Personne ne crée des emplois pour faire plaisir aux salariés, on crée des emplois pour gagner de l'argent. Voilà, c'est aussi triste que ça. La compétitivité, mais alors comment? C'est le crédit d'impôt compétitivité? Oui, ça c'est bien. Bon, c'est vrai que c'est un effort de compétitivité. C'est vrai que l'éducation est un facteur de productivité. Il n'a pas tort, Noël Mamère, de dire qu'une... Là, on est dans le long terme. Mais oui, mais le long terme, il faut s'y mettre quand même. Si vous voulez, si on repousse toujours en disant il faut de l'immédiat et de l'immédiat, l'immédiat c'est les emplois jeunes. En fait, ça s'appelle pas les emplois jeunes. L'immédiat, ça peut être aussi la flexibilisation du marché du travail, injecter plus. Mais non, mais l'accord national interprofessionnel, c'est une toute petite chose par rapport à ce dont on a besoin. S'il y a une reprise, si on peut espérer qu'il y ait une reprise, à ce moment-là, je pense que les entreprises auront des facultés de réaction qu'elles n'avaient pas avant l'accord interprofessionnel. On peut prendre l'accord Renault, par exemple, comme exemple, justement. Bien sûr, on peut prendre l'accord Renault, ce qui fait réagir un peu plus rapidement à la reprise. Je pense que la reprise, elle est collective, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu la France qui soit décalée complètement par rapport à ses partenaires européens. C'était soit dans la croissance, soit dans la décroissance. Dans le négatif. Mais non, on n'est même pas décalé dans le négatif, on est moins en décroissance que les autres. C'est-à-dire, on est moins en... Il a raison, Philippe. Moins que le Sud. Oui. L'Angleterre, c'est pas terrible. L'Angleterre, c'est pas terrible. C'est assez amusant d'ailleurs, parce que les deux pays ont des sorts assez parallèles aujourd'hui. Mais les deux politiques économiques suivies sont très différentes. Donc ça va être un test in vivo, là. Ça va être intéressant. Bon, je pense qu'il y a aussi un facteur de consommation. Moi, les agences de voyage, en ce moment, se plaignent qu'il n'y a plus aucune demande dans les agences de voyage. C'est fini. Alors moi, je dis aux agences de voyage, mais il faudrait baisser le coût du travail. Vous moquez pas un peu de nous, là, en disant qu'il faut baisser le coût du travail? Je dis oui, je vous moque un peu de vous, parce que si vraiment on diminue le pouvoir d'achat, personne ne va demander aussi aller faire des voyages ou des choses comme ça. Donc il y a un petit problème, à mon avis, de réglage très très fin de la demande. Si on tape trop sur la demande, eh bien, il n'y aura pas de reprise. Mais non, mais la France, c'est l'un des très rares pays dans l'Union européenne où le coût et les coûts unitaires de main-d'œuvre croissent sans interruption depuis une vingtaine d'années. Ce problème de compétitivité. Donc on ne peut pas dire que notre problème principal, ce soit la demande. La seule chose qui tient en France, et d'ailleurs c'est assez miraculeux, c'est la consommation, qui a eu des hauts et des bas récemment, mais qui, sur longue période, est très soutenue. Notre problème majeur, c'est les exportations qui se cassent la figure, et c'est l'investissement qui a disparu. Donc on voit bien qu'on n'a pas un problème de demande, on a un problème d'offre. C'est complètement documenté. Ça fait 10 ans qu'on le sait. Même le président de la République l'a plus ou moins dit. Oui, alors le problème, c'est qu'après, il faut passer à l'acte. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Ça va créer des emplois au final? Attendez, c'est-à-dire que c'est mieux que si ça n'existait pas, puisque en gros, on a piqué 20 milliards d'euros aux entreprises, puis on leur en rend 20. Donc il vaut mieux leur en rendre 20 que de leur avoir simplement piqué 20. Mais vous voyez bien que le solde net n'est pas très excitant, puisque c'est zéro. Donc oui, c'est bien le crédit emploi, mais c'est très compliqué, rien que pour savoir comment vous faites rembourser. Enfin, franchement, cette espèce d'énorme machine interventionniste. Il fallait baisser les charges. Mais non, mais vous rajoutez des contrôles et des impôts, puis après vous dites on a inventé un truc, on va vous permettre, si vous remplissez le formulaire B24, de diminuer éventuellement vos impôts. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça, non. Est-ce qu'il faut revenir sur les indemnités chômage très vite, parce que je voudrais qu'on parle de Chypre? Sur les indemnités chômage, à mon avis, non. Là aussi, je pense que d'abord chômeurs de longue durée de plus en plus. On reste de plus en plus longtemps au chômage en France aujourd'hui. C'est dramatique parce qu'il y a moins de chances de retrouver un job après. Voilà. Je ne pense pas qu'un gouvernement socialiste. Plus d'1 an. Je ne pense pas qu'un gouvernement socialiste puisse arriver bille en tête en disant je vais diminuer les indemnités de chômage. Là, ils sont coincés par leur doctrine politique. C'est pas à eux de le faire. Si la droite revient au pouvoir, peut-être qu'elle le fera. Et à ce moment-là, il y aura vraiment un basculement vers les petits boulots. C'est-à-dire que finalement, vous vous retrouverez avec moins d'argent
d'argent, mais vous aurez en échange un petit boulot. Je parle du rapport, pensons au rapport Attali. Vous vous souvenez du rapport Attali, qui était un rapport de flexibilisation. Mais c'est très bien. Et de concurrence. Voilà. Bon, on ouvre. Donc il va y avoir plus de chauffeurs taxi. C'est-à-dire des tas de gens qui n'ont pas de boulot, ils vont pouvoir s'installer chauffeurs taxi. Je caricature un peu, mais c'est ça. Mais ça aussi, ça lutte contre le chômage, mais c'est marginal. Non. Moi, je crois que... Non, vous ne pensez pas que c'est marginal? Non, je crois pas, parce que quand vous regardez sur tous les critères internationaux, je regardais encore la semaine dernière ce qu'avait fait Barclays Bank, mais il y a des tas de classements qui ont été faits par des tas d'organismes internationaux et par des tas d'organismes privés. Vous voyez que sur tous les critères, concurrence, flexibilité, ouverture du marché du travail, etc., la France est du mauvais côté. Elle est du côté des pays qui sont actuellement en train de faire des réformes dans la hâte et dans la douleur des pays du Sud, qui étaient très fermés, très corsetés, et pas du tout du côté des pays qui vont bien et qui ne sont pas tous des pays ultralibéraux. La Suède, la Suède va bien. La Suède l'a fait dans un contexte de croissance. Bon, alors, on va revenir sur Chypre tout de même, puisque Europe, il faut parler d'Europe. La Banque centrale chypriote, d'ailleurs, qui demande plus d'argent, manifestement, que le montant qui aurait été retiré pendant ces 10 derniers jours par les déposants. Ça, c'est d'après la Banque centrale européenne. Alors, y aurait-il eu un retrait, peut-être, des déposants russes, Bernard, pendant cette période ? Je ne peux pas vous le dire. Je pense que oui, sans doute, mais j'imagine que oui, mais je ne sais pas. C'est possible, Philippe. Je ne peux pas donner l'information. Je suis un petit peu gêné pour vous dire oui, il y a eu un retrait. En tout cas, ça a l'air d'être possible. C'est impossible à savoir, mais forcément, il y a une addition qui ne tombe pas juste, donc il s'est passé quelque chose. Alors, on va écouter Benoît Cœuré, qui est membre français du directoire de la Banque centrale européenne. Alors lui, il revient justement sur cette solution européenne à Chypre en disant que ce n'est pas tout à fait un modèle. On l'écoute. Je pense que M. Dijsselbloem a eu tort de dire ce qu'il a dit. L'expérience de Chypre n'est pas un modèle pour le reste de la zone euro parce que la situation avait atteint une ampleur qui n'est comparable à aucun autre pays. Alors Jérôme Dijsselbloem, c'est le président de l'Eurogroupe néerlandais. Ouais, il a quand même tout de même fait quelques erreurs de communication et de pédagogie en revenant en disant que c'est un modèle, finalement en disant que c'est plus un modèle. Benoît Cœuré dit l'inverse. Philippe, votre opinion ? Moi, je trouve ça déjà assez bizarre et troublant que Benoît Cœuré dise que Dijsselbloem a eu tort. Enfin, on est quand même dans quelque chose qui est ressorti à une forme de désaccord ou d'incohérence entre les autorités qui représentent l'Union ou en tout cas la zone euro. Bon, il a peut-être raison d'ailleurs, Cœuré. Moi, j'ai pas regardé de très près. Dijsselbloem, c'est un métier extrêmement compliqué, celui de Dijsselbloem. En gros, ça n'existe pas, mais vous êtes obligé d'apparaître. Donc non, mais franchement, c'est quand même embarrassant. Vous êtes obligé de dire des trucs, mais dès que vous dites quelque chose, s'il y a vaguement du contenu, quelqu'un vous tombe dessus. Donc il va apprendre progressivement qu'il faut faire du bruit avec la bouche et ne pas dire grand-chose. Bernard, il a dit quelque chose quand même, de clair. Il a dit que ça pouvait être un modèle pour l'Europe. Moi, je pense que c'est un signal. Donc taxer les déposants, ça peut être une nouvelle solution. Je pense que c'est un signal très très fort, si vous voulez. C'est-à-dire que les marchés, on ne sait pas ce que c'est les marchés. Mais si, les marchés, c'est quelque chose de concret. C'est l'épargne. L'épargne qui se place d'un côté et de l'autre, qui va chercher des taux élevés si elle va chercher des produits toxiques, ou qui va chercher des taux très bas si elle cherche de la dette publique. Ça dépend de la dette publique. Si elle va chercher de la grecque, ce sera du fort. Si elle va chercher de l'allemande, ce sera du faible. Donc les marchés, ça existe. C'est vraiment les dépôts. Est-ce qu'on ne peut pas taxer finalement, après tout, puisque ce sont les marchés qui veulent du triple A, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas taxer les dépôts? Lui, il dit oui. Alors c'est sûr que les banques françaises, elles commencent à se dire « Oh là là, attention, tout le monde va partir, on va retirer l'argent pour le mettre où ?» Pour le mettre où? Vous allez le mettre où, cet argent? Si vous faites vraiment une taxe au niveau européen, si vous arrivez à taxer au niveau européen pour rembourser la dette, eh bien l'argent, il ne peut plus partir. Ouais, donc, on a déjà du mal à faire la taxe sur la transaction financière. Bien sûr. Vous pouvez le mettre en Suisse, dirait l'autre, mais ça devient des cabrioles, effectivement. Bon, on était assez d'accord, je crois, la semaine dernière là-dessus, sur le fait que c'était probablement une assez bonne méthode pour Chypre de taxer les déposants, parce qu'il y a de la fraude fiscale, parce que c'est un pays qui a un abus. Là, ils vont taxer au-dessus de 100 000 euros. Oui, moi franchement, je continue à penser qu'il y a une erreur intellectuelle dans l'idée qu'il ne fallait pas taxer en dessous de 100 000 euros au motif que les dépôts sont protégés. C'était un impôt one-shot, un impôt qu'on paye une fois, et je pense que ce n'est pas du tout incompatible avec la protection des dépôts. Au contraire, ça protégeait les dépôts puisqu'on ne mettait pas les banques en faillite. Dépôts. Merci à tous les deux, il faut rendre. Merci Bernard, merci Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duel de l'écho. Restez avec nous sur France 24.